Unanimement, les détenus de la maison d'arrêt de Nanterre, sélectionnés comme étant le jury de ce prix, mettent en avant les bienfaits de la lecture et le bien-être que cela procure. Pour eux, une sorte d'évasion en découle. Cela nous a permis d'échanger sur différentes thématiques relatives à la vie. La prison a son échappatoire et le concours contribue à ce second souffle. Merci à vous, France Culture, de nous accorder cette interview et de mettre en lumière cet événement. Merci mille fois. Merci. Un club de lecture entre les murs. La lecture contribue-t-elle à la réinsertion, s'évader par les livres? On en parle aujourd'hui à l'occasion du prix Goncourt des détenus, créé par le CNL et les services pénitentiaires de l'État. Nos invités, les écrivains Arnaud Bertina et Philippe Claudel, mais aussi avec détenus et bibliothécaires en milieu carcéral, rencontrés par Sébastien. Ils nous parlent du sens de la lecture en prison. Pour la première fois, les détenus deviennent jurés d'un prix littéraire. 500 d'entre eux ont lu une sélection de titres choisis pour eux, rencontré les auteurs et représentés par des délégués élus un lauréat. C'est ce processus, cette initiative que nous mettons en partage avec vous aujourd'hui. À travers ces rencontres, je l'évoquais, que vous avez faites, vous, Sébastien Thème, et des témoignages que vous avez recueillis. Oui, absolument. Je suis allé à la maison d'arrêt de Nanterre à la rencontre de 2 détenus afin d'échanger avec eux sur les romans en ligne, sur leur attrait pour la lecture et la littérature, et puis évidemment sur la réinsertion, comme vous le disiez, Olivia. Alors, on va en parler aussi avec nos 2 invités. Arnaud Bertina, bonjour. 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 Entre fiction et récits documentaires, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Anima Motrix ou encore de numéros d'écrou. 362 573 ou encore L'âge de la première passe. Vous avez mené, entre autres, des ateliers d'écriture avec des détenus en prison et à la Maison de la Poésie pour la restitution. On va revenir sur ce processus qui est le vôtre et ce que vous avez pu y vivre comme expérience. Philippe Claudel est à nos côtés aussi. Bonjour. Bonjour. Enseignant, scénariste, écrivain, bien sûr, auteur du Bruit des trousseaux en 2002 que vous avez adapté pour France 2 en 2021 et écrit à partir de votre expérience de professeur de français dans des prisons. Auteur appris, comme on dit, on peut citer notamment le Renaudot pour les âmes grises, le Goncourt des lycéens pour le rapport de Brodeck et membre de l'Académie Goncourt depuis 10 ans. Nous venons d'apprendre le nom du premier lauréat du prix Goncourt des détenus. Sébastien Thème l'a annoncé juste avant 12h30. Vous allez peut-être pouvoir, vous qui êtes Philippe Claudel, un membre de l'Académie Goncourt, nous le donner déjà. Oui, alors c'est donc Sarah Julien Fardel qui a écrit un très beau premier roman qui s'appelle Sa préférée aux éditions Sabine Vespizer. Et en quelques mots, de quoi parle ce livre? Premier roman d'une auteure suisse valaisanne, il faut le souligner, donc on est dans la francophonie, ce qui est toujours une très très bonne chose. C'est un roman d'une narratrice qui évoque sa cellule familiale et notamment son père et sa sœur dans une ambiance de violence conjugale. Voilà, tout sauf neutre, ce roman. C'est un roman âpre, dur, très sensible, extrêmement poignant, et je ne connais pas une lectrice ou un lecteur qui y soit indifférent. Donc je trouve que là c'est un magnifique choix pour ce premier Goncourt des détenus. J'en suis très très heureux, à la fois pour le titre, pour l'auteur, pour l'éditrice, et puis également pour ce jury, comme vous l'avez dit, 500 personnes qui ont lu sur la France entière. Non pas une sélection de livres, mais la première sélection, Olivia, la première sélection Goncourt, donc 15 titres qui ont été mis à leur disposition par le Centre national du livre. Vous me permettrez de dire aussi que c'est Regina Chondo, la présidente du CNL, qui a eu cette idée du Goncourt des détenus, qui nous l'a tout de suite soumis à l'Académie Goncourt. Et évidemment, on a été enthousiaste et on l'a parrainé avec un grand bonheur. Et on imagine que vous, Philippe Claudel, comme membre de l'Académie Goncourt, vous avez aussi beaucoup soutenu cette initiative qui vous touchait, en tout cas personnellement, puisque vous avez vous-même eu un parcours, et on va en reparler, un parcours de professeur. Vous avez enseigné en prison, vous en avez tiré, je le disais, un livre, un film. Juste sur ce roman, ça vous a surpris comme choix ou vous comprenez en quoi il a pu faire écho? Est-ce que c'est au quotidien des détenus, à leur ressenti? Ça, je ne voudrais pas parler à leur place, c'est difficile pour moi de dire cela. Qu'est-ce qu'ils Enfin, je pense que avant tout, avant d'être un détenu ou une détenue, on est une femme et un homme, tout simplement. Et on lit des livres, pas forcément en fonction du lieu où on les lit, mais de qui on est et du trajet de vie qu'on peut avoir. Donc c'est un roman qui est, comme je le disais tout à l'heure, âpre, parfois dur,
mais qui résonne fondamentalement, de façon profonde, dans la nature humaine, puisque c'est cette nature humaine qui fait la matière de ce livre. Et c'est de cette matière humaine dont on fait beaucoup de livres aujourd'hui et dont on va reparler ensemble. Alors, pourquoi ce livre a convaincu les détenus? Voilà un premier élément de réponse, mais surtout d'abord comment s'est passé ce premier prix Goncourt des détenus. Sébastien, un mot sur le processus, sur l'organisation de tout ça, hein. Bah oui, on va l'entendre avec Camille, qui est coordinatrice de la bibliothèque et de la médiation du livre et de la lecture à la maison d'arrêt de Nanterre. On entendra tout à l'heure évidemment Karim et Mouloud, 2 personnes détenues et donc jurées de ce premier prix Goncourt des détenus. Et ben on écoute Camille tout de suite, pardon. Grâce en fait au CNL, on a eu 4 jeux des ouvrages, ce qui a permis en fait de les faire circuler entre à la fois les différents groupes, parce qu'il y avait 3 groupes dans l'établissement, et à la fois entre les personnes détenues, ce qui fait qu'il y avait des fois 2 personnes détenues qui pouvaient lire dans un même groupe le même ouvrage, pour que entre les séances, la lecture puisse avancer et qu'on puisse en débattre d'une séance sur l'autre. Ce qu'on a essayé aussi de mettre en place, que ce soit avec l'éducation nationale ou même là avec la bibliothèque aussi dans le cadre de ce projet, c'est un peu d'horizontalité, de pouvoir aussi créer du débat et que ce qui était hyper chouette pour moi en tant que coordinatrice de la bibliothèque, c'est de me retrouver aussi au même niveau finalement que l'ensemble des personnes du groupe. Et on était tous ensemble jurés, on lisait les mêmes livres et parfois on était d'accord, parfois pas. Et ça, c'était hyper riche aussi parce que souvent quand on fait même intervenir des personnes extérieures, il y a quand même malgré tout un rapport de force avec un sachant et quelqu'un qui apprend. Et là, du coup, on avait la même sélection, pas forcément les mêmes attentes, mais en tout cas, le même rapport au livre. Et c'était assez beau, en fait, comme expérience. Philippe Claudel, Arnaud Bertina, c'est ça l'ambition du prix Goncourt des détenus, faire de la littérature, de la lecture, une véritable cause commune en partage, horizontale et pas verticale? Oui, je crois que c'est bien résumé. Effectivement, les livres, ce sont des objets qu'on aborde dans un premier temps seul, mais ce qui est intéressant dans ces aventures Goncourt, que ce soit le Goncourt des lycéens, les choix Goncourt de l'étranger ou le Goncourt des détenus, c'est qu'ensuite on peut en parler dans le groupe. Et les livres deviennent soudain quelque chose qui est un objet de partage, de discussion, d'interpellation, parfois aussi de passion. On peut se passionner et s'engueuler on pour des l'entendra, livres. vous verrez, tout à l'heure. Très bien. Mais c'est ça qui est très bien. 500 personnes donc, en France dans ce concours des détenus, 31 établissements qui ont participé à l'aventure. On en parlera peut-être aussi, mais 13 auteurs sur 15 qui sont allés à la rencontre des détenus, soit physiquement, soit en visio. Les 2 qui n'ont pas participé, c'est à leur corps défendant, ils ne pouvaient pas le faire. Mais donc, c'était aussi l'occasion de discuter en direct avec celles et ceux qui font les livres. Arnaud Bertina, sur cette question évoquée par Sébastien, sur cette idée d'une cause commune autour de la lecture aussi. Oui, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. D'autant que la cause commune, elle déborde de la prison, puisque la littérature, la cause commune de la littérature, c'est l'ensemble de la société. C'est la même pour et nous donc, tous. Ouais. à ce moment-là, il se trouve raccordé concrètement à tout ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, il y a il y a une ambition qui est très, très belle et qui se joue d'une manière complexe aussi en prison, parce que on sait que la caractéristique de l'emprisonnement, c'est la promiscuité. La lecture suppose au contraire la capacité à s'isoler un petit peu, à se couper des autres, à se couper du bruit ambiant, à se couper peut-être du bruit de la télé, du bruit de la radio, etc. Donc il y a une tension très forte, ça ne va pas de soi, ça n'est pas simple du tout d'avoir de vrais temps de lecture et d'isolement ou de vrais temps de création et d'écriture en prison. Mais voilà, c'est le pari qu'il faut à tout prix tenter. D'où l'importance de la bibliothèque, ce qu'incarne Camille à l'instant, l'importance d'avoir des lieux refuges comme une bibliothèque en prison. Dès les années 80, ces initiatives-là ont été mises en œuvre un peu partout en France. Oui, tout à fait, mais c'est peut-être le seul lieu de la prison où c'est possible ça, parce que par exemple pour cet atelier de création artistique qui a été initié par la Maison de la Poésie et qui a lieu à Nanterre comme à la prison de la Santé, on a beau être dans des salles isolées, le groupe a beau être un groupe réduit d'une dizaine de personnes, et bien là encore on est face à un groupe et qu'il est très très difficile de proposer à chacun d'avoir un temps de création un peu solitaire, un peu à l'écart des autres. La prison rend très très improbable la capacité comme ça à s'isoler et à travailler à partir de son monde intérieur, à travailler à partir des images qui vous seraient propres, à essayer de faire surgir ça. Donc c'est très compliqué, mais c'est justement parce que c'est compliqué qu'il faut le tenter. Alors on n'a pas de témoignage parce qu'il faut raconter que les
Combien vous disiez 15 livres de la sélection 13 Oui, 15. Les 15 livres de la sélection ne sont pas allés dans chaque prison ou maison d'arrêt. Il y avait là encore, il y avait un certain nombre de titres qui arrivaient. Si, c'était les 15 ils ont tous les lu. 15. En mais revanche, les personnes je me détenues perds. en ont lu entre Ah. 5 ou 6 Voilà. la liste. Voilà, Donc, elle faisait après, il y en a qui ont lu selon toute la leurs sélection, possibilités, voilà, mais en ouais. tout cas, les livres étaient fournis par le CNL et ils étaient tous disponibles. Il y a Alors, 15 titres. on n'a pas de retour de lecture directement sur le livre de la lauréate, Sarah Jolien-Fardel, mais on a plein d'autres retours et notamment des expériences de lecture Tout à qu'on fait. va écouter. On a hâte de savoir Ouais. comment les détenus ont vécu cette expérience. Tout à fait. Mouloud a lu par exemple, entre autres, Les Méditerranéennes d'Emmanuel Ruben, publié chez Stock, et il nous en parle. Vous imaginez la chance que j'ai. Je lis un bouquin qui m'a fait sourire et rire et qui m'a permis de m'évader, tel un aigle du haut de son pont perché de la jolie ville de Constantine. Donc ça m'a permis de m'évader et en plus de ça, j'ai eu la chance de participer pour la première fois au prix concours et d'avoir l'auteur du livre que j'ai kiffé sur les 3 pour une après-midi avec nous. C'était formidable. Et je dis à tous les détenus, si ça se reproduit, c'est-à-dire s'ils le refont l'année prochaine, de faire le prix concours, voilà, et de lire un peu, ça va leur permettre de s'évader un petit peu. J'étais pas un grand lecteur, moi. J'étais quelqu'un d'actif, je travaillais 17 heures par jour sur une journée de 24 heures. Ça m'est arrivé de faire des 2000 km par jour, etc. Ici, j'ai pris le temps de lire et franchement, je me suis régalé. Voilà, pour la lecture, pas pour le reste. On entendait la voix de Mouloud qui parle justement de ce souffle que crée aussi la lecture et la littérature. Non, mais c'est des propos qui touchent au cœur, évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit, moi j'étais pas un lecteur, j'avais pas le temps, etc. Et puis là, soudain, il découvre la lecture. Et ça, c'est souvent des expériences ou des retours d'expérience qu'on a avec le concours des lycéens, où on impose à des lycéens dans des classes de lire 15 titres. Et puis, alors, au début, en septembre, ils sont un petit peu quand même effarés par cette perspective. Et puis, quand on les retrouve fin novembre, ils sont éblouis et beaucoup deviennent des lecteurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi. En plus de ce que disait Arnaud sur cette difficulté, mais c'est aussi cette possibilité de s'isoler quand on lit en prison, il y a peut-être aussi à terme la naissance de lectrices et de lecteurs. Et c'est ça qui est fabuleux. Leur donner confiance aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir confiance en soi dans la lecture ou par les livres. Oui, c'est très important ce que vous dites, Olivia, c'est-à-dire que donner confiance, c'est expliquer finalement par ce concours des détenus, mais vous aussi, vous êtes digne de lire. Vous êtes digne de lire, vous êtes digne de le faire, et vous êtes digne aussi de donner votre avis. Vous avez le droit de donner votre avis sur un livre. Et ça, c'est important. Lorsqu'on est incarcéré, quand même, il y a bien sûr la peine qui s'effectue, mais il y a aussi une espèce de double peine qui vous fait vous ressentir parfois en dehors de la société, nié et dénié par la société. Et chaque fois qu'on propose des activités qui peuvent redonner confiance en soi, c'est très important. Invisible, vous avez employé ce mot-là aussi, Philippe Claudel, et moins que rien, en tout cas à la marge, et peut-être pas autorisé à lire. Arnaud Bertina, c'est aussi ce ressenti que vous avez eu ? Ah oui, notamment, pour prendre le pas de ce que vient de dire Philippe, c'est on sait que la prison est un bon observatoire des inégalités sociales. On sait que si se retrouvent en prison, en majorité, des gens qui ont déjà eu un parcours scolaire ou familial fracassé, et qui donc arrivent là avec une estime d'eux-mêmes qui est souvent très abîmée, qui est en lambeaux. Et donc, par exemple, avec l'idée qu'ils n'étaient pas scolaires, que donc la littérature, ça n'est pas pour eux, l'écriture, ça n'est pas pour eux, voire même chercher à exprimer quelque chose de personnel serait un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer parce qu'on leur a beaucoup dénié cette place-là. Donc on se heurte à ça et c'est très compliqué parce que des fois on est sur des formats de temps d'atelier d'écriture qui sont des formats relativement courts et donc c'est pas en une dizaine de séances qu'on peut arriver à relever quelqu'un, à lui faire changer d'avis sur ce qu'il fait. Mais par exemple demain soir, donc il y a cette restitution à la Maison de la Poésie, ils vont se retrouver sur scène, il y a 150 réservations, on peut espérer une sorte de tremblement intérieur, quoi. Ça veut dire 150 personnes sont venues m'écouter, 150 personnes pensent que je mérite ce déplacement-là et que mon texte peut avoir comme ça une audience aussi large. Donc il y a quelque chose on est obligé de faire des paris. Ce sont des paris fragiles parce qu'on nage à contre-courant de tout le reste de la société, des histoires de police, des histoires de justice, mais encore une fois, c'est un pari à faire nécessairement.
vraiment. Il y a le plaisir de lire que vous leur apportez avec cette sélection aussi, Philippe Claudel. Et puis, il y a ce qui se passe dans les discussions. C'est aussi la possibilité de se forger une opinion, un jugement sur un livre. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Sébastien Thème, on peut peut-être Bah oui. écouter un nouveau témoignage. Comme dans tous les jurys littéraires, on n'est pas toujours d'accord ou pas toujours convaincu, comme Karim qui est resté un peu à côté du livre d'Yves Ravet, Taormine, publié chez Minuit. Une histoire sans fin. C'est un livre avec une histoire, mais la fin, il n'y a pas de fin. C'est un couple qui va en vacances à Taormine, c'est en Italie. Ils font un accident, ensuite ils se disputent entre eux, et en fait, il s'avère que l'accident, en fait, ils ont écrasé un petit enfant et il est mort. Et du coup, ils essayent de quitter le pays à la fin et tout. C'est ça le livre. Pas de fin, ça veut dire qu'il y a de l'histoire, il y a toute l'histoire, et le livre, il s'arrête d'un coup. Peut-être que, en fait, ça on le sait pas, mais peut-être qu'il y a un tome 2, peut-être qu'il y a une suite, Peut-être. peut-être qu'il y a un épisode 2, ça On en a parlé. Peut-être. C'est ce qu'avec qui on en avait parlé, c'est vrai. C'était avec On en a parlé ce matin d'ailleurs. Taormine 2, Taormine le Retour, 3, Taormine le Retour, voilà. C'est une franchise, Taormine, peut-être pour Yves Ravet. Yves Ravet. Attention. Oui, Karim pose une vraie bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie fin, une bonne fin? Mais, Ou est-ce qu'un livre sans fin peut être un bon livre? Oui, moi je pense, parce que j'ai beaucoup aimé Taormine d'Yves Ravet, comme tout ce que écrit Yves Ravet d'ailleurs. Mais ce que j'aurais envie de répondre à Karim, c'est de dire que la fin, finalement, c'est à la lectrice et au lecteur de la construire. C'est-à-dire que peut-être que c'est ça aussi le projet d'Yves Ravet. En plus de nous raconter une histoire, nous persuader que chaque lectrice, chaque lecteur devient l'écrivain de l'histoire qui reste à inventer. Donc c'était à lui, Karim, d'imaginer Taormine 2, Taormine 3, Taormine 4. Vous pouvez me le dire aussi à moi, je veux bien prendre la voix et incarner un peu, pour le coup, Karim et discuter en son nom, parce que je suis aussi restée sur ma faim avec ce livre et aussi restée à côté quand même au fil de cette lecture. C'est un ressenti. On peut avoir envie que ce cheminement qu'on fait avec l'auteur aboutisse vraiment quelque part. Oui, oui, oui. Puis de toute façon, je ne suis pas le premier à le dire, ça, on dit souvent cela, mais la lectrice, le lecteur a tous les droits. Voilà. Le droit de lire, le droit d'abandonner un livre, et je pense que aussi c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de participantes et de participants à ce concours des détenus. On n'est pas obligé d'aller au bout d'un livre. Il faut un moment que ce livre nous saisisse, mais il y a aussi des moments pour le faire. Enfin, on est tous témoins de cela dans nos vies. Il y a des moments de la journée, il y a des moments de l'existence, il y a des âges aussi où des livres nous rencontrent ou pas. Voilà, si on reparle de ça avec plus de sérieux, avoir tous les droits aussi quand on est détenu et face à un livre, c'est un moment important. Peut-être que la lecture implique aussi des devoirs, en tout cas dans la manière dont vous avez conçu ce prix Goncourt des détenus avec le CNL, Philippe Claudel, et vous, Arnaud Bertina, sur cette question des imaginaires, ce qu'évoquait à l'instant Philippe, sur cette idée qu'à la fin d'un livre, tout peut s'ouvrir. Ces ateliers d'écriture que vous menez en prison avec Restitution sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris, vers quelle géographie imaginaire vous cherchez à amener les détenus, les lecteurs? Alors en l'occurrence, là, j'étais pas seul à mener cet atelier d'écriture. J'étais avec une plasticienne, Florence Cosnefroy, et avec un autre écrivain qui intervenait lui à Nanterre, donc Thomas Reverdy. Et on est partis tous les trois. En fait, on a construit un projet très simple. A priori, c'était demander à chaque détenu de fouiller sa mémoire à la recherche d'un objet qui lui serait cher, mais pas n'importe quel type d'objet, un objet qui lui permettrait de dérouler quelque chose de très personnel. Par exemple, un objet qui lui permettrait d'aller chercher l'histoire familiale et de la faire remonter jusqu'à lui. Un objet qui lui permettrait de dérouler des choses très personnelles sur son rapport aux autres, sur son rapport au monde, sur son rapport aux choses matérielles, etc. Moi, j'étais parti, par exemple, d'une proposition toute simple, un sucrier qui me permettait de faire la sociologie de ma famille maternelle et de parler du décès de ma mère, comme quoi, en montrant que cet objet, justement, disait quelque chose de la disparition de ma mère. Et donc voilà, c'était l'invitation qui était lancée aux uns et aux autres. Et donc il y a eu des tas de résultats très surprenants, entre celui qui parle de sa moto et qui nous explique qu'à chaque fois qu'il s'en servait, il la remontait dans sa chambre pour qu'elle dorme à côté de lui, entre celui qui parle de la montre qu'il a volée et qu'il a emmené en prison, mais qui en parle avec beaucoup d'humour, entre celui qui parle de la théière de sa mère, qui tous les soirs organise comme ça
de silence pour les membres de la famille, enfin, etc. Et à partir de textes comme ça qui font deux pages, c'est l'invitation non seulement donc à essayer de partir de quelque chose d'un peu dérisoire, peut-être, un simple objet, de montrer que cet objet peut condenser énormément de choses de la vie quotidienne, de la vie affective, de la vie intellectuelle. Et c'est aussi le pari derrière, c'est d'inviter les participants à cet atelier à ne pas en rester à leur situation de détenu. Trop souvent, les ateliers d'écriture ramènent les gens à leur situation sociale. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un atelier d'écriture en banlieue, ben voilà, on va les faire écrire sur la banlieue. En prison, ben voilà, on va faire écrire sur la détention. Et derrière ça, il y a un petit piège. C'est d'assigner les gens à une position. Là, l'idée, c'était plutôt non seulement d'être tourné vers l'extérieur, mais surtout... Et introspectif aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et remonter des fois le courant, voilà, de l'histoire familiale qui n'est pas toujours claire pour tout le monde, qui peut être aussi chaotique. Si on se retrouve en détention, c'est que il y a peut-être eu aussi comme ça une histoire assez compliquée, même sur le plan familial. Donc voilà, c'était l'invitation à explorer ça, à le faire avec une liberté de ton évidemment totale. Et au vu des résultats, il y a des résultats qui laissent à penser que c'était la bonne piste pour les aider à respirer. Et à vous écouter, on comprend pourquoi le roman de Sarah Julian-Fardel est aujourd'hui le premier prix Goncourt des détenus, parce qu'elle fait le même cheminement dans ce roman, sa préférée, sur ce retour sur soi, ce même cheminement rétrospectif de sa vie. Est-ce qu'il y a un objet dans votre souvenir, Philippe Claudel, vous qui l'avez lu, ce roman, à partir duquel l'autrice part pour remonter le fil de sa mémoire? Objet, je ne dirais pas exactement. Je me souviens surtout de lieux, en fait, de lieux et de moments dans la cuisine familiale, notamment quand les sœurs sont là avec la mère, quand elles sont petites, quand le père est là ou va entrer, etc. Des rapports aussi avec un médecin de famille qui sait les choses mais qui ne les dit pas, qui ne fait rien pour les empêcher. Donc c'est plus des moments que je retiens plutôt que des objets, ou en tout cas un lieu qui... la cuisine, alors c'est peut-être aussi le lecteur que je suis qui est touché par ça, parce que les cuisines ont toujours été très importantes dans ma vie. C'est un lieu que j'ai toujours aimé habiter quand j'étais enfant, le lieu de la cellule familiale, le lieu où on déjeune, on mange, on dîne, mais aussi on fait ses devoirs. Et aujourd'hui, où j'écris d'ailleurs, on est quand même très très dépendant de son enfance. Je me rends compte que le lieu où je préfère écrire, c'est la cuisine. La cellule familiale, ça n'a pas été une prison pour vous, visiblement. Mais le mot cellule a une richesse qui est prodigieuse et qui est parfois inquiétante. Oui. Ça commence par un fusil, si on prend l'incipit de ce roman, sa préférée. Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre. Presque en silence, ma sœur jacassait. Comme souvent, mon père disait, elle ne peut pas la boucler, cette gamine, mais elle continuait ses babillages. Voilà pour l'ouverture de ce livre, sa préférée, de Sarah Julian-Fardel, notre premier prix Goncourt des détenus, organisé par l'Académie Goncourt, avec le Centre national du livre et avec les services pénitentiaires de l'État. France Culture, il est 13h14, avec Sébastien Thème, on chemine entre les murs jusqu'à 13h30. C'est important de dire quoi? Dites ce qui est important de dire. C'est important, chère Olivia, de dire que c'est effectivement le premier prix Goncourt des détenus. Parce que, pour répondre à la remarque d'un des intervenants tout à l'heure, c'est pas une opération qui est appelée à n'avoir existé qu'en 2022. Ouais. C'est quelque chose qui va être pérenne. Donc chaque année, il y aura un prix Goncourt des détenus et c'est vraiment très bien. Et quel objectif en termes de réinsertion? Je pense que là, il faut être très prudent et très modeste quand même. Moi, j'ai tendance à dire que toutes les activités qu'on peut proposer en prison, quelles qu'elles soient, que ce soit le karting ou la lecture, sont des activités importantes. À chaque fois qu'on essaie de faire entrer le monde extérieur à l'intérieur de cette ville invisible qu'est la prison, c'est important. C'est important pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Briser une forme de solitude, briser une forme d'effacement social, redonner confiance, réintroduire le vivant extérieur dans cet univers clos où le temps ne passe pas comme à l'extérieur. Ça, j'essaye de le dire depuis 40 ans, mais le temps en prison n'est pas le même que le temps au dehors, de même que l'espace n'est pas le même non plus. Je disais, c'est 22 heures de la journée en cellule.
Oui, enfin, alors, il y a prison et prison. Quand vous êtes, les prisons les plus compliquées, les plus dures, ce sont les maisons d'arrêt, celles où vous êtes incarcéré dès que vous êtes arrêté et que vous attendez votre procès, où généralement vous êtes à plusieurs par cellule. Ensuite, lorsque vous êtes condamné et que vous allez en centre de détention ou en maison centrale, vous avez une cellule généralement pour vous seul, donc avec une liberté de circulation aussi dans la prison la journée. C'est un peu différent, mais les prisons, les maisons d'arrêt sont des lieux de détention très difficiles. On cite souvent ces exemples, 9 mètres carrés, 4-5 personnes, des matelas qu'on sort par terre. En France, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on est à peu près à 72 000 personnes détenues. Quand j'ai arrêté d'y travailler comme professeur en 2000, nous étions à 50 000 détenus en France en 2000. 22 ans plus tard, 72 000, la population française n'a pas augmenté en conséquence. On incarcère donc beaucoup plus et on incarcère trop. Donc chaque fois qu'on peut, par la lecture, par d'autres activités, par des interventions aussi, de personnes du dehors qui vont dans la prison, chaque fois qu'on peut faire ça, on tend une main réelle ou une main symbolique. Parler de réinsertion, disons que la lecture participe d'une façon modeste à ce processus. Mais en tout cas, plus on multiplie ce genre d'initiatives, plus on va dans le bon sens. En tout cas, ça permet de nourrir l'esprit, s'évader, disait Mouloud au micro de Sébastien tout à l'heure. Et c'est vrai que ce mot, on met tout de suite des images dessus, on comprend très bien ce que ça signifie. Juste Philippe Claudel, puisque vous évoquiez ce moment où vous avez arrêté d'enseigner en prison en 2000, en 2002, paraît le livre Le bruit des trousseaux, qui est donc un retour sur expérience, un témoignage, peut-être plus qu'un roman d'ailleurs, des 12 ans passés à travailler en prison en tant que professeur, une restitution des faits et aussi une expérience personnelle. Ça ne vous a pas laissé indemne ? Je dirais que ça m'a nourri. Plus que de parler de blessures, quand vous me demandez si j'en suis sorti indemne, je dirais que je ne serais pas le même homme si je n'étais jamais allé en prison comme intervenant. Les premières fois où j'y suis allé, j'avais 23 ans, donc j'étais dans une forme de jeunesse physique et intellectuelle et mentale aussi. C'est-à-dire que, comme beaucoup de jeunes gens, j'étais persuadé de tout savoir sur tout. J'avais des idées un peu arrêtées, et puis la prison m'a ouvert les yeux sur la nature, sur ma nature humaine, sur les potentiels que j'avais en moi, sur ces âmes complexes que nous sommes. Donc beaucoup de choses que j'ai écrites après n'auraient jamais été écrites si je n'étais pas allé en prison. Et l'homme que je suis aujourd'hui en a été profondément marqué. Je dirais d'un mot, j'essaye d'être beaucoup plus modeste vis-à-vis des autres. Modeste dans le sens de réserver vraiment mon jugement et ne pas me hâter de juger l'autre, mais essayer de l'approcher, de le comprendre et d'être éclairé par lui. De toute façon, c'est un retour sur préjugés aussi, et vous l'avez raconté, vous êtes reparti de vos propres préjugés et vous avez souhaité aussi dans ce livre et ce film que vous en avez fait après cette adaptation, montrer une part de réalisme, que c'était important aussi pour sortir des fantasmes qu'on a tous sur cet univers, changer les regards, changer le regard de la société sur la prison, mais aussi changer le regard des détenus sur eux-mêmes et peut-être aussi changer le regard des détenus sur les écrivains. Sébastien Thème, je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans les personnes que vous avez pu rencontrer, aussi le plaisir, ce qu'évoquait Karim, je crois tout à l'heure, le plaisir de rencontrer des auteurs et d'être face à un écrivain. C'est impressionnant. Ouais. Oui, ils étaient ravis de pouvoir échanger avec Emmanuel Ruben, de pouvoir échanger sur ce qu'ils avaient lu surtout. Et de voir que les écrivains sont peut-être aussi des hommes comme les autres. Oui, c'est ce que j'allais dire, Olivia. Effectivement, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est-à-dire que de voir que les écrivaines, les écrivains sont des gens comme les autres. Et ça, on en revient à un mot d'Annie Ernaux que j'aime beaucoup, qui a souvent dit si j'écris, c'est pas parce que je suis différente, c'est parce que je suis comme les autres. Et rencontrer des écrivaines, des écrivains, c'est se rendre compte subitement, effectivement, que nous partageons le même monde, nous avons les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes joies, les mêmes frayeurs, nous sommes traversés par les mêmes vibrations. Et ça, c'est important, justement, ces contacts que Arnaud peut avoir, qu'on peut tous avoir lorsque nous allons à la rencontre de lectrices et de lecteurs, en prison ou ailleurs. Alors, en prison, on peut lire, mais en prison, on écrit aussi. Il y a un certain nombre de livres importants qui ont été écrits et qui ont marqué nos jours, écrits en prison. Oui, c'est exactement la question qu'on a posée aux auditrices et aux auditeurs de Bienvenue au Book Club. Quand la prison inspire des classiques comme le De Profundis d'Oscar Wilde, écrit
écrit sa célèbre lettre à son amant depuis la prison de Reading en Angleterre. On peut aussi penser à la trentaine de cahiers rédigés par le philosophe italien Antonio Gramsci, emprisonné par le régime mussolinien de 1926 à sa mort en 1937. Mais parmi les nombreuses réponses et le texte de l'écrivain et essayiste turc Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde, texte de prison publié en 2019, qui a été évoqué en majorité, et c'est Nathalie qui nous en parle. Dans Je ne reverrai plus le monde, texte de prison, Ahmet Altan nous livre ses mots, ses pensées et sa vie depuis le fond de sa cellule. Nous plongeons dans le monde glauque où il est détenu. On entend la porte en fer qui se ferme, les bruits du verrou, de la clé, de la manivelle qui résonnent. On vit au rythme du décompte de ses pas dans la pièce. On voit la crasse du sol de la douche et des matelas. Et puis on sent l'étreinte insupportable des menottes. On mesure aussi le vide, la vie qui se fige et le temps qui n'est plus qu'un seul bloc. Et pourtant, alors que son corps est en cage, il fait l'expérience de la liberté de son esprit. D'abord avec la puissance du rêve et de l'imagination. Les raies du soleil à travers les barreaux, le chant des oiseaux, le son de la pluie vont le transporter aux quatre coins du monde. Mais aussi et surtout avec la force et le pouvoir de l'écriture qui permettent de, je le cite, vivre, résister, se battre, se regarder fièrement en face. Une autre citation, me jeter en prison était dans vos cordes, mais aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m'y retenir. Arnaud Bertina, quel ouvrage vous ajouteriez à cette sélection ? Il se trouve que à côté de celui de Philippe Claudel et de Jeanne Sautière, Fragmentation d'un lieu commun, en fait, pour moi, le livre qui a eu l'effet d'un tremblement de terre dans mon parcours, c'est Prison de François Bon, qui date de 1996, qui a été publié chez Verdier et qui relate comme ça une expérience d'atelier d'écriture au long cours dans une prison à côté de Bordeaux, et notamment, mais aussi ailleurs, à Nancy par exemple. Et ça, c'est un livre qui a énormément compté pour moi, qui m'a peut-être même donné l'autorisation d'écrire. J'ai trouvé dans ce livre quelque chose qui me permettait à la fois de tenter un travail formel, littéraire, et en même temps de garder un ancrage dans le réel. La proposition de François Bon est une proposition hyper littéraire, et en même temps, c'est parce qu'il fait cette proposition hyper formelle, hyper littéraire, qu'il nous permet de toucher du doigt ce que produit peut-être la prison dans les têtes des gens en détention. Et donc ça me permettait de rejoindre en même temps la question formelle et la question du réel, la place du réel dans les livres. Et donc c'est un livre qui a énormément compté pour moi, et je reviens très très régulièrement dans ce livre. Philippe Claudel. Vous avez cité un texte qui a beaucoup compté pour moi, c'est d'Oscar Wilde, la balade de la geôle de Reading, qui avait été un choc esthétique avant même d'être un choc humain quand je l'avais lu assez jeune. Parce qu'il y a quand même une poétisation de cet espace, donc ça peut être ambigu, je dirais tant de beauté dans ce qui génère de la souffrance. Et puis, un texte classique, parmi les classiques, c'est Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski, où là aussi on se prend une gifle magistrale lorsqu'on est un lecteur et qu'on entre dans cet univers, et où on comprend aussi comment cette expérience se délimite, a été importante dans la construction même de l'œuvre de Dostoïevski. On aurait pu penser à Mandela aussi. C'est vrai qu'il y a souvent des livres ou une correspondance qui peut partir d'entre les murs et qu'on peut retrouver après sur ces longues années de détention, d'incarcération que certains écrivains intellectuels ont pu connaître à un moment dans leur vie. On a parlé de ces livres nés en prison. Je voulais terminer avec vous, Arnaud Bertina, en un mot. Est-ce qu'on peut lire tout en prison, ou est-ce qu'il y a des livres interdits encore aujourd'hui ? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait faire un petit travail d'enquête pour pouvoir affirmer dans un sens ou dans l'autre. Philippe, dans son livre, parle du type de livre que l'on peut trouver dans les bibliothèques des prisons, et en précisant que malheureusement, souvent, ce sont des livres qui ont été mis à l'écart des bibliothèques publiques ou mis à l'écart des programmes scolaires, et donc ce sont des livres des fois qui peuvent être datés, etc. Je pense
que ça n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Je pense qu'on y trouve, et notamment par le biais de ce programme de lecture avec le Goncourt des prisons, on y trouve des livres neufs, on y trouve des parutions récentes. C'est important. Mais voilà, j'en reste au stade de l'hypothèse. Je n'ai pas enquêté sur cette question. En un mot. Oui, c'est vrai que ce que dit Arnaud en citant le Bruit des Trousseaux, ça remonte à une époque un peu lointaine. Et heureusement, les bibliothèques des prisons maintenant se sont dotées d'une littérature quand même de qualité et ouverte. Et il y a beaucoup de dons qui sont faits aussi, mais des dons contemporains. Et je pense que beaucoup de personnes en France ont accès justement à la littérature qui est en train de se faire. Merci beaucoup à vous, Philippe Claudel. Je rappelle, membre de l'Académie Goncourt depuis 10 ans et à ce titre aussi présent à ce micro à l'occasion de la remise du premier prix Goncourt des détenus à la lauréate Sarah Jolian-Fardel, sa préférée. Sébastien ? Et aussi un grand merci donc à Camille, coordinatrice de la bibliothèque et de la médiation du livre et de la lecture au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Merci à Marie Dalquier aussi de France Culture qui nous a permis de faire ce reportage, et à Mouloud et à Karim bien sûr. Et à vous Arnaud Bertina, je rappelle que c'est demain que la restitution commune des ateliers d'écriture menés à la maison d'arrêt de Nanterre et de Paris, La Santé, aura lieu à la maison de la Poésie. France Culture, il est 13h25. C'est l'heure de retrouver les derniers volets des quadrithèmes de Charles Dantzig sur les stars en littérature cette semaine. Les stars de cinéma sont à mon estime une continuation de l'Olympe. Dans les temps du polythéisme, les dieux avaient des fonctions, mais aussi des apparences précises. Athéna aux yeux pairs, comme disait Homère, n'est-ce pas, en plus d'être la déesse de la guerre. Et Héphaïstos qui boitait, en plus d'être dieu du feu, et ainsi de suite. De même, les stars ont, ou avaient, une apparence et une personnalité singulières. Nos ancêtres savaient quel type de caractère ils allaient trouver avec Betty Davis, quel type d'homme avec Gary Cooper. Non seulement cela, mais les emplois se perpétuaient dans les types physiques. Marilyn Monroe succédait à Jean Harlow en genre de personnage comme en genre physique. Et ne serait-ce pas Scarlett Johansson qui aujourd'hui leur succède dans le rôle de déesse ou demi-déesse de la séduction moqueuse ? La perpétuation du physique jointe à une certaine similarité de rôle est presque comme si une déesse se réincarnait à chaque génération. Nous avions avec les stars la même familiarité que les Grecs et les Romains avaient avec leurs dieux. Ils les vénéraient, mais ils ragotaient. Rappelez-vous comment Homère, dans l'Iliade ou l'Odyssée, nous rapporte non seulement la majesté des dieux et la terreur qu'ils pouvaient engendrer, mais aussi les scènes de ménage de Zeus et d'Héra. Ou combien, dans Apulée, Aphrodite jalouse Psyché. Les poètes parlaient aussi des mythes, comme les magazines populaires rapportent les divorces des vedettes. Les dieux, comme les stars, avaient-ils une fonction sexuelle ? Voici 15 ans a été publié aux États-Unis le journal intime et posthume de Léo Lerman. Lerman, qui avait été éditeur au Vogue américain puis au Vanity Fair, ne reculait pas devant la star. Les deux femmes qu'il voyait le plus souvent étaient Maria Callas et Marlène Dietrich. Peut-on les dire ses amies ? Je n'en suis pas sûr. Elle lui faisait des confidences. Pour moi, on fait des confidences au premier venu, parce qu'il sera le dernier et peut recueillir nos secrets sans qu'on pense l'encombrer ni qu'il puisse nous nuire. Vers la fin de sa vie, Marlène Dietrich lui a fait l'extraordinaire confidence que voici. Je vous engage à vérifier dans Lerman car je l'ai réutilisé en l'améliorant dans un de mes romans et je dois m'être habitué à l'arrangement que j'en ai fait pour la rendre, si je puis dire, plus frappante. Un roman, c'est de l'inexactitude exacte. Pour être bref, un médecin californien écrivait régulièrement à Dietrich qui ne lui répondait pas, jusqu'au jour où il lui propose beaucoup d'argent si elle accepte de chanter pour lui seule. Et Dietrich, qui était fauché ou le disait, accueille le fan dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris. Et comme elle chante toute seule, devant lui tout seul, elle, sans ses lunettes, toujours coquette à 80 ans, elle distingue des mouvements bizarres. Elle s'approche. L'homme était en train de se masturber. C'est sordide, c'est admirable. Le destin de la star, le destin des dieux. La vénération, nommée d'après Vénus, n'est pas si loin de la libido.
Merci beaucoup Charles Dantzig. Demain, un book club spécial Aragon, du roman inachevé aux cloches de Bâle par exemple. Quel est votre Aragon préféré? Répondez-nous, #bookclubculture. Un grand merci à Auriane Delacroix qui a programmé cette émission, à Joseph Julien qui nous a aidés à la préparer. Une émission spéciale Entre les murs à l'initiative de Florian Delorme qui a guidé cette journée spéciale Prison sur France Culture. Journée qui se poursuit sur notre antenne avec notamment le temps du débat à 18h. Demandez le programme.